Bonsoir à tous. Merci d'être nombreux connectés sur BS News International, votre chaîne panafricaniste. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial, l'ambassadeur, qui va se présenter pour vous tous qui suivez cette émission. Il va donner un peu son background, qui il est, qu'est-ce qu'il a fait dans le passé, comment il voit le continent africain et qu'est-ce que nous, Africains, nous devons faire pour que notre continent africain puisse s'est transformé. Alors, monsieur l'ambassadeur, pouvez-vous un peu vous présenter à nos téléspectateurs qui vous êtes, c'est quoi votre background? Bonjour à tout le monde, merci. C'est toujours un plaisir de parler à nos compatriotes africains et puis européens et toute la communauté de la diaspora. Je suis ambassadeur chez Keïta. J'ai fait mes études en France. Je suis originaire d'un petit pays de l'Afrique de l'Ouest qui s'appelle la Guinée, la République de Guinée, dont la capitale est Conakry. Je suis né euh, dans une région de la basse-côte de la Guinée, à 400 km de Conakry, une région euh, qui est la région la plus riche pratiquement de la Guinée, parce que c'est la région d'où viennent les richesses minières de la Guinée, qui est la bauxite. Et donc, j'ai fait ma première partie des écoles primaires en Guinée, à Conakry, et puis je suis venu étudier en France, où j'ai fait des sciences économiques. Et après, bon, j'ai travaillé dans les banques. Et après, j'ai passé un concours d'État pour rentrer au ministère des Finances, où j'ai fait ma carrière pendant 22 ans. J'ai travaillé à la DPMA, euh, à Bercy, au ministère des Finances. J'ai eu l'occasion de travailler à Bercy lorsque le président Macron était 5 ans ministre de l'Industrie, de l'Économie et des Finances. Et toute ma carrière pendant 22 ans à Bercy. Et puis après, j'ai été nommé ambassadeur à International Human Rights Commission aux Nations Unies, où j'ai travaillé à Genève pendant 7 ans. J'ai quitté cette fonction où j'étais d'abord médiateur, où j'ai travaillé par mission sous le conflit, euh, le génocide du Rwandais, comme rapporteur. Et puis après, j'ai travaillé à International Human Rights Commission pendant 7 ans. J'ai quitté cette position et j'ai été nommé encore ambassadeur, où je suis actuellement ambassadeur de WUSME. WUSME, c'est la World Union for Small and Middle Enterprises, c'est-à-dire l'organisation mondiale pour la promotion des petites entreprises dans le monde. Et au-delà de ça, puisque je voulais être un acteur qui décide et qui regarde l'Afrique se développer, j'ai créé des entreprises. J'ai créé la première entreprise qui s'appelle OBA. OBA, c'est Open Business Africa. Nous avons créé cette entreprise en 92 et nous sommes aujourd'hui dans 42 pays. Nous conseillons, nous essayons de collaborer avec des entreprises qui ont vocation à aller sur les marchés africains et changer la façon d'aller en Afrique en les conseillant avec une charte qu'on a élaborée, c'est-à-dire si vous venez avec nous, vous êtes obligé de créer des infrastructures autres qui sont des centres de formation pour impacter et pour faire votre travail, mais former. Parce que c'est important pour nous que les jeunes Africains se forment et qu'ils soient au niveau de la pointe des techniciens que nous voulons en Afrique, parce que si on ne forme pas, si on ne change pas notre façon de voir les choses, on sera obligé un jour d'importer les travailleurs et ça, ce n'est pas bon pour notre continent. Donc, il faut former et pour faire travailler les Africains en Afrique. Voilà, je suis engagé dans plusieurs secteurs. Hein. Je suis, comme on dit, un coach visionnaire qui regarde l'Afrique évoluer et qui apporte sa petite contribution quand je peux parfois pour soit arranger ou proposer pour impacter. Alors, vous savez, nous sommes aujourd'hui dans la révolution digitale. Nous avons l'Internet et c'est très fort parce que l'Afrique a raté la révolution industrielle, mais cette révolution technologique et digitale, il faut faire le pari de ne pas la rater et aller avec cette révolution, impacter et puis gagner cette bataille qui est la bataille de la révolution digitale. Donc finalement, j'ai créé l'OPND. L'OPND, c'est l'Observatoire panafricain numérique, le digital, où on peut réfléchir avec les États pour essayer de coaliser ensemble, pour voir quelles sont les problématiques de l'Afrique, comment nous pouvons résoudre ensemble les problématiques pour impacter, pour y aller plus loin. Et j'ai créé d'autres initiatives aussi, qui s'appellent le CEFMA, dont j'ai eu
tout dernièrement une récompense, un award au Sénat français. Le CEFMA, c'est la coalition pour l'éradication des faux médicaments en Afrique. J'ai été étonné, une étude que je faisais il y a 4 ans, sur le nombre de morts en Afrique. Nous avons 150 à 200 000 personnes qui meurent chaque année en Afrique à cause des faux médicaments. Donc il faut quand même prendre à bras le corps cette problématique, puisque les États n'ont pas réussi à la résoudre. Un citoyen, si vous pouvez apporter votre contribution pour résoudre, il ne faut pas hésiter. Donc c'est ce que je vais faire. Et nous allons créer le CEFMA, la coalition pour l'éradication des faux médicaments en Afrique. Nous allons créer, avec l'accord des États, les zones franches médicales en Afrique, pour essayer de faire venir des entreprises qui vont rester dans les zones franches, puisqu'ils seront avec des tarifs de subvention réduites, des impôts réduits, afin qu'on puisse impacter et assembler les médicaments en Afrique, et puis après créer des usines après. Parce que si vous demandez aux grands mastodontes des médicaments en Afrique, dans le monde, pour venir en Afrique, pour essayer de créer des entreprises, oh là là, l'investissement est trop grand. Alors j'ai commencé par le protocole d'assemblage, c'est-à-dire on va amener les molécules qu'on va contrôler et qu'on va essayer de générer en Afrique. Et on essaiera de travailler dans ce sens-là pour essayer de baisser le coût des médicaments en Afrique pour que les gens qui sont, les personnes qui ne sont pas à un niveau élevé de revenus puissent accéder aux médicaments. Parce que j'ai constaté dans l'enquête que j'avais fait sur l'Afrique, sur ces problématiques de médicaments, l'Afrique achète plus cher les médicaments que tous les pays du monde. C'est quand même incroyable. Nous sommes des pays en voie de développement. Nous devrons acheter des médicaments pas chers. Mais pourquoi l'Afrique achète les médicaments plus chers? Parce que les chaînes de décision, quand le médicament sort à l'usine à 1 euro, eh bien, ça arrive en Afrique à 5-10 euros. Parce que les traders qui négocient cette affaire mettent leurs couches, mettent leurs commissions, et le médicament arrive en Afrique très cher. Donc, nous allons casser cette façon de faire. Nous allons essayer d'assembler les médicaments en Afrique et puis mettre en place des plateformes qui permettent de dire aux gens, attention, si vous prenez les médicaments au marché, c'est pas le bon choix. Et le choix, c'est pour aller dans les zones franches médicales que nous avons créées pour l'Afrique, pour acheter des médicaments contrôlés et puis impactés chez nous pour essayer de baisser le prix des médicaments. Et dans les zones franches médicales, nous allons créer aussi des formations et des training centers pour les jeunes, pour les femmes, afin qu'ils puissent travailler dans ces usines que nous allons créer. Et puis en plus, vous savez, les lits des hôpitaux, tout est importé en Afrique. Nous allons essayer de fabriquer les lits d'hôpitaux en Afrique parce qu'il suffit d'un soudeur, d'un technicien qu'on forme. On a du fer, on peut récupérer les fers qui sont aujourd'hui au rebut, qui sont dans les décharges, on peut les récupérer pour les travailler, pour donner la chance aux étudiants et aux techniciens à former pour qu'ils puissent être dans ce sens. Donc c'est tout un programme que nous sommes en train de lancer pour le CEFMA, pour réduire cette carence des médicaments sur l'Afrique. Et voilà, nous avons d'autres programmes, notamment le programme des universités, que je lancerai à la fin de l'année, parce que l'Afrique a des problèmes aujourd'hui. Vous savez, quand nos étudiants veulent venir en Afrique, on dit, voilà, il faut le visa. Alors, voilà. Ils n'ont jamais le visa. Et même les techniciens de recherche, quand ils veulent venir en Europe, aujourd'hui, c'est difficile. Donc, nous allons créer prochainement une initiative qui permettra de signer des accords des universités africaines avec toutes les universités du monde, afin qu'on puisse ouvrir cette porte aux chercheurs et aux étudiants du monde pour aller facilement étudier en Europe et aux États-Unis. Donc, vous savez, c'est un programme. Année par année, on choisit un chemin de bataille et on choisit un programme et puis on essaie de travailler. Donc, je suis très heureux de parler avec vous et vos téléspectateurs. L'Afrique a besoin de ces enfants qui sont partis depuis longtemps. Et ces enfants-là, s'ils ont atteint un certain niveau, eh ben, tout simplement, il faut passer à l'Afrique et puis ouvrir sa capacité pour apporter sa contribution. Vraiment impressionnant. Merci beaucoup pour ces backgrounds enrichis. Nous sommes vraiment très impressionnés avec tous ces backgrounds que vous avez. Alors, comment ces backgrounds peuvent aider le continent africain? Vous avez dit, vous êtes créateur des entreprises, vous avez créé plusieurs entreprises déjà qui sont opérationnelles en Afrique. Comment on peut aboutir à une connexion pour connecter tous ces États africains
à concrétiser des initiatives, des idées des entrepreneurs, de le mettre ensemble pour faire bouger le continent africain. On prend par exemple l'exemple de l'Union européenne. On voit le pays européen, il y a libre circulation, oui, en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest, nous avons aussi une libre circulation. Mais quand on voit le pays européen, ils sont plus soudés. Vous n'allez pas voir un citoyen français souffrir, par exemple, en Belgique ou en Suisse, parce qu'ils ont des accords qui font que libre-échange, qui font que lorsqu'ils se retrouvent sous un autre ciel, ils s'en sortent. Comment l'Afrique peut faire pour s'en sortir? Comment on peut lutter contre nos égaux? Écoutez, pour avancer ensemble et la possibilité d'aller plus loin et ensemble, il faut d'abord créer la confiance. Il faut que la confiance soit créée et validée par tout le monde. En deuxième lieu, il faut projeter l'Afrique de demain. Et l'Afrique de demain peut se construire seulement si nous travaillons à baisser les barrières. C'est-à-dire, aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Vous êtes africain de Congo, vous prenez votre avion, vous venez au Rwanda, ou venir en Côte d'Ivoire, on vous demande votre passeport. Il faut d'abord que l'Afrique s'assume et qu'on supprime les passeports. C'est une proposition que je fais depuis des années. Il faut qu'on supprime les passeports. Si vous voulez faciliter les choses pour qu'on soit une région où tout le monde se croit chez soi et tout le monde contribue à la richesse nationale et à la richesse panafricaine, il faut qu'on ait la capacité de s'ouvrir et de dire qu'on a confiance, on élimine les barrières. La première barrière, c'est les passeports. On est africain, notre premier passeport, c'est notre couleur. Voilà, vous êtes noir, vous êtes en Afrique, vous êtes africain. Voilà, vous n'avez pas de passeport. Ça crée l'initiative, ça crée un choc positif. C'est-à-dire, je suis au Kenya, je me dis, demain, si j'ai envie d'aller en République démocratique du Congo, eh ben, je ne vais pas commencer à me gratter la tête, à me casser la tête pour me dire, mais comment je vais faire pour le visa, comment je vais faire pour l'autorisation de séjour, comment je vais faire. Non, j'ai un projet, je veux aller m'installer pour créer une entreprise, je viens, je m'enregistre et les facilités sont tout à fait opérationnelles parce que pour qu'on puisse avoir cet élan-là, il faudrait que la création des entreprises soit facilitée. Vous allez dans un pays aujourd'hui, pour créer une entreprise ou bien pour enregistrer une entreprise, il vous faut une semaine, 10 jours, 3 mois, 4 mois. Il faut qu'on fasse des efforts pour aplanir et puis enlever les barrières. Lorsque nous réussirons à mettre en place ces étapes-là, on pourrait dire que finalement, c'est possible. Et la troisième chose qu'il faut faire, l'Afrique doit, les États africains, les gouvernements africains doivent travailler sur quelque chose qui est important quand on veut développer son pays, son continent. Il faut tout faire pour restaurer l'espoir. Parce que quand vous n'avez pas d'espoir, mais vous quittez votre pays, vous partez. Vous dites, je n'ai pas d'espoir, je ne peux pas réussir ici, je m'en vais. Il faut que les États soient capables de remettre l'espoir, de cultiver l'espoir et de transcender les choses pour que l'espoir renaisse dans le cœur de tous les Africains, dans le cœur de tous les étudiants africains, dans le cœur de tous ceux qui veulent se battre en Afrique. C'est-à-dire, si vous avez de l'espoir, on ne prend pas le bateau pour aller mourir dans l'océan. Si on a de l'espoir, on se dit, je peux rester chez moi, réussir, construire des choses, embaucher des gens, gagner de l'argent, transformer mon pays. Donc, c'est pour être avec les autres, il faut un projet, il faut des décisions, il faut des actes. Pour monter 2 étages, il faut monter les escaliers. Si vous n'avez pas d'ascenseur, il faut monter les escaliers. Donc, il faut s'apprêter à monter les escaliers et à ne pas te tromper pour trébucher. Donc, ça, c'est un plan. Il faut mettre un plan. Il faut projeter ce plan. Il faut mettre les moyens
pour ce plan et reçu son plan. Et puis l'Afrique, dans cette révolution digitale, doit construire ses autoroutes de l'information, être maître de ces autoroutes. Parce que si vous prenez votre voiture, vous roulez sur le tour de quelqu'un, ben on vous dit de payer le péage. Mais si vous avez construit votre autoroute, vous ne payerez pas l'autoroute de quelqu'un. Et donc, à ce niveau-là, c'est des étapes pour qu'on arrive comme les autres. L'Afrique est un continent dont je dis souvent dans mes conférences, nous sommes devenus la solution pour nous-mêmes, pour l'Afrique, et la solution pour le monde. Mais, attention, pour arriver à consolider ces solutions et à le mettre en place, il faudrait qu'on ait une capacité organisationnelle, une capacité de décision, un plan cohérent, des objectifs définis, et puis on y va. C'est à ces seules conditions que l'Afrique peut changer et être demain l'Afrique des mieux, l'Afrique du bonheur. Alors, le digital aujourd'hui, c'est un moyen qui peut aider la jeunesse africaine à immerger ou à évoluer. Donc, comment on peut utiliser cet outil digital que nous avons aujourd'hui pour permettre au continent africain de développer son savoir-faire? D'abord, il faut savoir que la révolution digitale, c'est un allié inattendu qui est arrivé et qui va changer non seulement l'Afrique et le monde. Alors, si vous ne montez pas dans le train qui est en marche, ben le train vous laisse. Et pour retrouver après le train, c'est un problème. Donc, il faut que l'Afrique prenne ce train-là qui est en marche. Mais pas n'importe comment. Il faut que les gouvernements et les États s'imprègnent de la capacité et de la force de cet outil qui est la révolution digitale et l'intelligence artificielle. Pour gagner cette bataille, pour qu'on ait notre place là-dedans, pour que l'Afrique ait sa place résolument là-dedans, il faut mettre un poids massif sur l'éducation, sur la formation. Je vais vous donner l'exemple d'un pays qui est épatant, que j'ai visité 3 fois, c'est l'Inde. Vous savez, Eric, il y a quelques années, nous étions au même niveau. L'Inde et quelques pays africains, on avait le même PIB, on était à même niveau. Et comment ce pays est arrivé à être aujourd'hui une usine qui produit des ingénieurs? L'Inde produit chaque année plus d'1 million d'ingénieurs. Ils ont compris très tôt. Il faut former. Mais il ne faut pas former à partir du collège ou à partir du lycée, comme on le fait en Afrique. Non. Il faut commencer à former les gens à l'école primaire, dans les écoles, comment on appelle ça, la garderie. C'est-à-dire, déjà, quand on a un enfant qui va à la garderie, il faut des éléments déjà d'apprentissage qui lui permettent d'ouvrir son esprit, l'école primaire jusqu'au collège. Il faut qu'on ait un programme cohérent pour former des ingénieurs. Tout le monde est intelligent. La différence, je le dis souvent, c'est l'outil qu'on met à la disposition de celui-là pour ouvrir son intelligence. Et l'outil indispensable pour ouvrir son intelligence et de donner sa capacité, de montrer ses possibilités, c'est l'outil qu'on te donne. Cette formation, cette possibilité de s'exprimer et réussir ce qu'on veut faire. Vous savez, aujourd'hui, quand vous voyez la révolution digitale en Afrique, la façon dont on traite la révolution digitale et la façon dont les startups africains résolvent les problèmes, c'est différent complètement des autres pays. Ici, en Europe aujourd'hui, les startups créent des opportunités pour créer de la richesse rapidement dans les fintech et autres, mais en Afrique, vous avez quelque chose qui s'appelle le tech for good. C'est-à-dire, on fait une recherche digitale, on crée quelque chose pour résoudre un problème. C'est-à-dire, on s'en fout d'être millionnaire, mais on veut créer quelque chose pour résoudre un problème. C'est pour vous dire comment
les Africains, les jeunes Africains sont innovants, sont intelligents, mais à l'heure où on se parle, ils créent des choses incroyables. Alors imaginez si on fait un programme depuis l'école primaire jusqu'au collège, jusqu'à l'université, en mettant un poids sur ça pour la formation des ingénieurs, nous pouvons créer, nous pouvons produire, comme l'Inde, chaque année, 1 million, 2 millions, 3 millions d'ingénieurs. Donc, la base, c'est la formation. La base, c'est le choix des États. Et de dire, avec cohérence, nous voulons ça. Et pour faire ça, nous allons mettre le budget qu'il faut. Nous allons projeter ce que nous faut. C'est un programme. Il faut qu'on se programme avec des idées cohérentes pour aller plus loin, pour construire l'Afrique qui gagne, l'Afrique des meilleurs et l'Afrique qui est déjà berceau de l'humanité. Mais je suis sûr que l'Afrique sera aussi le berceau de l'innovation et de la technologie numérique. Vous avez travaillé dans le finance. Le problème de start-up africains ou le problème de projets en Afrique, c'est souvent comment avoir accès au financement. C'est ce qui a toujours fait que beaucoup de jeunes africains ne puissent pas évoluer. Alors, comment on peut arriver à créer nos propres fonds africains de soutien de projets? Est-il possible que des États ou des Africains qui ont des ressources déjà puissent créer ces fonds-là pour permettre à tout citoyen africain d'évoluer pour que le continent puisse prendre son allant? Et depuis des années, on travaille d'une façon qu'il faut complètement changer. On attend toujours des financements qui viennent de l'étranger. Bon, on fait des démarches, des fonds d'investissement et autres. Alors que l'Afrique, c'est un continent de richesse incroyable. Nous pouvons créer des fonds souverains en Afrique. Par exemple, un pays comme le Congo, c'est ce que je disais l'autre fois à un conseiller du président, vous produisez de l'or, vous vendez de l'or. Il y a combien de tonnes d'or dans votre banque? Est-ce que vous en avez? Ben, si vous n'en avez pas, ben, il faut commencer à mettre de l'or dans votre banque. L'or, c'est une valeur suprême. Si vous avez 2000 tonnes, ou 150 tonnes, ou 600, ou 3000 tonnes à la banque, vous avez la capacité et la possibilité de discuter avec n'importe quel fonds dans le monde. Parce que vous avez une garantie sur l'or. Donc, il faut des idées, il faut des objectifs, il faut des projections. Il faut qu'on crée des fonds africains. Il faut que les banques africaines se réveillent pour dire que nous avons la capacité de prendre en charge cette possibilité d'investir sur les jeunes qui créent de la valeur ajoutée, qui créent du digital en Afrique et qui réussissent. Il faut que ça soit l'affaire des banques africaines. Il ne faut pas que les jeunes se disent « Ah, il faut que j'écrive à telle société en France ou en Suède ou en machin pour que je puisse... » Non. Il faut qu'on commence à mettre ça sur pied. Nous avons la possibilité. Vous savez, souvent on dit que nos pays africains, on est pauvres. Mais on n'est pas pauvres. C'est la façon dont on utilise nos ressources qui fait que finalement, on s'appauvrit. Mais les richesses sont dans l'Afrique. Enfin, nous avons la plus grande partie des terres arabes du monde, nous l'avons en Afrique. Nous avons tous les minéraux du monde. Les 60% des minéraux du monde viennent de l'Afrique. Nous sommes un continent riche. Maintenant, il faut mettre en place des stratégies de captation économique et de finance pour créer la finance. Nous devons créer des finances africaines. Il faut compter sur soi-même, avoir l'idée avec des personnes ressources africaines qui sont partout dans le monde. Nous avons des Africains qualifiés qui peuvent réfléchir, qui peuvent donner des projets, qui peuvent conseiller les États à essayer de structurer et de créer ça. Nous sommes maintenant dans une révolution
où on ne peut plus retourner en Afrique. L'Afrique doit se servir de ses cerveaux qui sont à l'intérieur, localement parlant, mais de ces cerveaux qui sont à l'étranger. Il faut que l'Afrique s'ouvre et que nos gouvernements créent des stratégies de captation de ces diasporas qui sont qualifiées pour qu'ils reviennent au pays. À Dubaï, j'étais dans une conférence, j'ai dit aux gens, mais écoutez, il y a des stratégies. Par exemple, si un État se dit, écoute, je vais créer 200 hectares ou 600 hectares de terrain, je vais proposer à tous les diasporas qui viennent, qui retournent dans mon pays, pour les donner la possibilité d'accéder à un logement, à une maison. On va faire les prêts à taux zéro. On va négocier les salaires. Si tu es médecin, tu viens, tu vas à l'hôpital. On va te donner la maison, tout ça. Mais vous croyez que les gens ne viendront pas? Ils viendront. Puisque c'est une stratégie pour résoudre un problème. Les gens, tous les Africains qui sont à l'étranger, veulent avoir un pied à terre chez eux. Mais si vous ouvrez cette perspective et que vous échangez pour dire, voilà, vous êtes médecin, si vous pouvez, vous venez, vous pouvez faire 3 semaines à l'hôpital public, on vous loge dans ce programme-là, vous signez un contrat et ça marche. Vous avez des ingénieurs en informatique, en digital, des financiers qui vont venir. Nous allons récupérer nos jeunes. Il faut que ça soit un projet. Les pays doivent créer ce projet de récupération des cerveaux en Afrique pour revenir en Afrique. Depuis 10 ans, je disais dans les conférences que les Africains doivent créer des agences nationales de l'emploi à l'étranger, dans les ambassades. Pourquoi pas? Pour donner la possibilité aux diasporas qui vivent à l'étranger, au lieu d'aller dans l'agence d'emploi du pays, mais il peut aller à l'ambassade pour voir quels sont les emplois qui sont en vue. On les conseille et on les donne le canevas, on les donne les directives, comment ils vont retourner dans leur pays pour accéder à ces emplois-là. C'est aussi une possibilité de captation. Le seul pays qui vient de le faire en France, c'est la République du Congo, Congo-Brazzaville. Ils viennent d'ouvrir une agence de l'emploi ici en France. Donc les jeunes vont pouvoir venir à l'ambassade pour essayer de voir quels sont les emplois qui sont proposés dans les mines, dans les machins. Il faut que les Africains se réveillent avec des stratégies cohérentes pour qu'on puisse avancer. C'est ce que je crois, c'est ce que je souhaite à notre continent. Ok. Alors, quel est le vrai problème, l'obstacle que l'Afrique fait face pour que l'Afrique n'avance pas? C'est quoi le vrai obstacle si on doit l'identifier pour qu'on puisse traiter ou éradiquer la problématique? Pour avancer et pour bien avancer, il faut d'abord avoir un bon sens de la gouvernance. Il faut que la gouvernance soit une très bonne gouvernance. Parce que les États roulent et avancent avec un budget. Tu as un budget, tu veilles sur le budget, tu planifies des choses en fonction de ton budget, tu règles les choses et tu avances. Mais si tu ne gères pas bien ton budget, tu plombes ton budget parce ceci, pour cela, ce n'est pas bien géré, mais tu as des problèmes, tu ne veux pas avancer. Et puis la deuxième chose, c'est la transparence. Il faut que les gens sachent que il faut que tout le monde se dise que le secret de la réussite, c'est la transparence. Si on n'est pas transparent, eh ben, on fait n'importe quoi. Il faut que ce que je fais soit complètement ouvert pour que vous qui êtes en face, vous sachiez que ce que je fais est clair et net. Il n'y a aucune embrouille. Il faut que tout le monde sache ce qu'on fait. Et là, on a tous une adhésion et tout le monde sait ce qu'on fait. Et puis, il faut qu'on lutte contre la corruption. Bon, ce n'est pas simplement en Afrique où il y a la corruption. Il y a la corruption en Europe, partout. Mais chez nous, ça gangrène. Ça fait des années. Vous vous imaginez
la corruption, la fuite des capitaux en Afrique, l'argent qui est détourné, c'est beaucoup de possibilités d'hôpitaux et d'universités à construire, mais qui tombent à l'eau. Nous étions l'autre fois à l'OCDE sur ces problématiques-là. On a constaté que la corruption, depuis des années, dont on parle de la corruption, mais la corruption ne diminue pas. Ça ne fait qu'augmenter. Puisque la base de la gouvernance, les gens qui sont chargés de la question publique ne font pas très attention à cela. Bon, il faut qu'on change de vision, il faut qu'on change de mentalité, il faut qu'on crée une façon de consolider la gestion euh, publique des affaires, la gouvernance, pour qu'on puisse faire des choses cohérentes qui peuvent avoir des impacts sur notre pays. Parce que si on ne fait pas ça, on tourne en rond. Vous avez des pays qui ont beaucoup de richesses, des pays qui ont le diamant, l'or, le manganèse, le cobalt et tout ça. Mais on exploite ça depuis des années. Mais quand vous faites le bilan de l'argent que ça donne et comment l'argent est réparti, ben vous avez des problèmes. Vous n'avez aucune visibilité. Donc tout ça doit être revu et regardé et vraiment analysé pour mettre une certaine cohérence au niveau des objectifs que nous avons pour le développement de nos pays. Regardez la problématique des mines. Depuis que nous avons accédé à nos indépendances, nous avons fait des erreurs. Il faut d'abord qu'on essaie de faire un check-up de toutes les erreurs qu'on a faites et de voir, lister les erreurs pour ne pas refaire les erreurs du passé. Mais on continue à faire des erreurs. Alors, je vous disais que après les indépendances, on a fait des programmes de développement. Chaque pays a fait son programme. Et nous nous sommes mis à faire des routes, des autoroutes pour quitter d'un pays à un pays, de quitter d'une région à une région. Par exemple, dans votre pays, un pays vaste comme ça, euh, on a créé des routes. Quand vous allez en Afrique de l'Ouest, on a créé des routes entre les pays, tout ça. Mais c'est pas ça, c'est pas des routes qu'il fallait faire. Il fallait choisir le chemin de fer. Parce que, parce que le chemin de fer, c'est plus facile, c'est moins coûteux et ça transporte du volume. Il y a moins d'accidents. Et quand vous voyez, aujourd'hui, vous faites le bilan de nos routes, mais il y a tellement d'accidents parce que nos routes ne sont pas bien entretenues. Euh, la, euh, la décision de faire des autoroutes, des routes pour les goudronner, et parfois, c'est pas bien fait. Et tout ça, ça devient coûteux parce qu'aujourd'hui, 1 kilomètre de bitume sur une route, c'est à peu près 1 million de dollars. C'est trop cher, c'est trop cher. Nous devons virer vers la décision de faire le chemin de fer. Parce que c'est les chemins de fer qui peuvent nous aider à résoudre nos problèmes. Et la deuxième chose que je voulais te dire, c'est que depuis nos indépendances, les pays qui ont des mines, comme la Guinée, comme la RDC, comme la Zambie, eh bien, les États ont pris la décision de vendre les minerais bruts. C'est-à-dire, on exploite, on creuse la terre, on exploite le minerai, et puis on le vend aux entreprises. Mais la campagne que j'ai commencé depuis un an, mais j'ai dit aux États, il faudrait qu'on ait une intelligence de suspendre ça. Il faudrait qu'on renégocie avec nos partenaires pour la transformation et cesser de vendre nos richesses minières brutes pour négocier avec nos partenaires pour les transformer sur plate. Regardez le lithium, le cobalt, le manganèse au Congo-Kinshasa. Pourquoi on ne crée pas des usines de transformation de batteries pour la fabrication de batteries? Parce que si on continue depuis des années et on continue, on ne change pas, on vend nos minerais bruts, eh bien,
on continue à perdre de l'argent. Et puis nous avons l'avantage, parce que si vous créez les usines, l'avantage c'est que finalement vous pouvez embaucher les jeunes qui sortent de l'école et qui n'ont pas d'emploi. Vous pouvez les former. Les jeunes qui sont sur le marché de l'emploi, qui n'ont pas de travail, vous pouvez les orienter dans ces usines-là pour leur donner la possibilité de travailler. Et comme ça, ces jeunes-là, on peut les récupérer. Ils ne prendront pas les bateaux pour aller en Europe pour mourir dans les océans. Donc aujourd'hui, d'ailleurs j'ai une vidéo qui tourne actuellement qui parle de ça. Il faut qu'on arrête de vendre les produits bruts. Il faut une nouvelle Afrique avec une nouvelle volonté. De revoir comment on peut mettre sous la table tout ce qu'on peut changer en termes de stratégie pour qu'on puisse aller plus loin et nous échapper des erreurs du passé. Nous sommes dans un autre monde en devenir. L'Afrique doit prendre sa place. Mais on ne peut pas prendre sa place avec ces erreurs-là, avec ces stratégies qui sont dépassées. Il faut des nouvelles stratégies pour l'Afrique pour qu'on puisse être dans le concert des nations. Merci beaucoup. Alors, avant de terminer notre émission, donc, on a parlé un peu de l'entrepreneuriat, comment le continent africain doit faire pour qu'on puisse s'en sortir par rapport à ça. Alors, vous ne voyez pas qu'il est temps pour que nous, Africains, nous puissions créer notre réseau propre à nous, Africains, c'est-à-dire un réseau social où on peut retrouver tout Africain. Ces réseaux va devenir une plateforme pour aider tous les Africains à se retrouver dans le projet ou dans les initiatives qui pourront faire marcher tout le monde. Au lieu que nous le faisons d'une manière éparpillée, chaque pays fait ce qu'il veut. Et ce qui n'est pas important avec la puissance du digital de créer cette plateforme-là où on peut regrouper tous les Africains. La création de l'OPND, l'Observatoire panafricain numérique, c'était ça. Quand vous allez en Afrique, vous avez des pays qui sont imbriqués. Il y a 50 km, il y a même pas parfois 10 km entre deux pays. Mais regardez l'exemple du Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa. C'est presque le même pays. Vous pouvez marcher, traverser le pont, vous allez de l'autre côté. Mais quand vous allez dans un pays, ce pays-là, il a sa loi pour le digital. Et quand vous allez sur l'autre aussi, il a sa loi sur le digital. Alors que finalement, c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut qu'on coalise, qu'on essaie de travailler ensemble pour créer des directives ensemble. Donc, je disais au départ, quand vous roulez sur l'autoroute de quelqu'un, vous payez l'autoroute. Mais si vous faites votre autoroute, vous ne payez pas. Donc l'Afrique doit construire ses autoroutes de l'information. Aujourd'hui, la problématique suprême du monde et ce qui apporte beaucoup d'argent aujourd'hui dans les grandes entreprises, les GAFAM, qui sont les super puissants, mais c'est les data, les données. L'Afrique est un continent qui produit des données, mais elle n'a pas de données. Nous, on fait enrichir les autres, mais on n'est pas riche. Parce que on enrichit les autres. Regardez l'exemple de WhatsApp. WhatsApp gagne beaucoup plus d'argent parce que les Africains utilisent WhatsApp que là où il a créé. Donc, nous devons regarder tout ça, se dire, mais on ne va pas continuer à enrichir les autres, il faut qu'on s'enrichisse nous-mêmes. Donc, il faut créer des plateformes, il faut créer des autoroutes numériques, il faut créer de l'intelligence qui permet à l'Afrique de s'enrichir. Il faut qu'on crée nos data. Lorsque j'ai créé l'Observatoire panafricain numérique, j'ai demandé à ce qu'on mette en place un process que j'ai appelé l'acte souverain pour Internet, pour les États. C'est-à-dire conseiller aux États de négocier avec tous ces GAFAM-là qui maîtrisent les circuits digitaux, le numérique dans le monde, pour leur dire, écoutez, on est prêt à travailler avec vous, mais vous rentrez en Afrique, vous ne tapez même pas la porte, vous sortez comme vous voulez, vous faites de l'argent, l'Afrique ne gagne rien. Même si on prend 1 centime sur les rentrées et les sorties,
on peut prendre cet argent-là pour construire des instituts de formation. Donc, il faut une stratégie cohérente. Il faut qu'on ait des idées pour qu'on puisse s'enrichir de ce qui provient de chez nous. Mais ça, c'est la décision. Euh, nous avons beaucoup d'Africains qui pensent comme moi. Mais j'espère que finalement, on arrivera un jour à, à travailler dans ce sens pour créer ces autos de l'information et créer ces possibilités-là qui nous permettra à l'Afrique d'engranger de l'argent avec cette révolution digitale. Quel sera votre mot de fin par rapport à tout ce que nous avons dit? Comment nous devons faire maintenant pour que l'Afrique soit unie et que nous allons tous vers la même destination? D'abord, je voulais vous dire d'abord, n'arrêtez pas votre travail, le travail que vous faites pour informer, pour amener la bonne parole dans toutes les familles, parce que le journalisme c'est ça. Il faut être cohérent dans ce que le travail que je fais. Il faut le travail de la vérité. N'ayez pas peur, parce que la vérité est toujours suprême et ça gagnera toujours. Mais je dirais aussi que les jeunes Africains doivent s'approprier de notre continent. Se dire, voilà, il faut qu'on soit fier d'être africain et de rester en Afrique. Il faut que les Africains se disent, il faut que j'aille de l'autre côté pour réussir. Ben, je connais des Africains qui ont réussi en Afrique, ils ne sont jamais quittés l'Afrique. L'exemple typique, c'est un Nigérian, Aliko Dangote, il n'a jamais quitté l'Afrique. Il a prouvé par tout le monde, quand on travaille, on reste ce soir, on réussit. Mais il faut que les États donnent de l'espoir, renforcent l'espoir. Il faut que les États travaillent sur l'espoir. Si les gens ont de l'espoir, ils restent dans leur pays. Et il faut que les États sachent aussi que les États ne créent pas de la richesse. C'est les entreprises qui créent la richesse. Si vous avez 2000 entreprises dans votre pays, vous devez vous battre pour avoir 1 million d'entreprises. Il faut faciliter la possibilité de création d'entreprises. Il ne faut pas mettre à tout va des taxes pour prendre l'argent sur les gens. Non, il faut une stratégie cohérente pour que les gens soient encouragés à créer des entreprises. Parce que si vous créez des taxes et ça fait peur aux gens de créer des entreprises, ben, il va rester dans l'informel. Il va se dire, bon, moi je vais me cacher, puisque finalement, au moins je ne serai pas vu. Voilà. Il faut remettre tout ça sur table, tirer l'informel pour la transformer avec la possibilité de construction des entreprises, donner la possibilité aux gens de créer même des entreprises d'intérêt commun, c'est-à-dire 4 personnes, 5 personnes peuvent se réunir en Afrique et te dire, voilà, moi j'ai 10 000 francs, c'est pas, l'autre a 10 000 francs, on crée une entreprise ensemble, à 4, un groupement d'intérêt économique. Créer des initiatives africaines, parce que ce qui est puissant en Afrique, je dis souvent, il y a un mot très puissant qui a sa voix et sa résonance beaucoup plus en Afrique que dans tout le monde entier. C'est la solidarité. L'Africain est foncièrement solidaire. Si nous trouvons le bon sens pour nous retrouver autour d'un concept où l'État est facilitateur et l'État n'est pas seulement capteur, non, facilitateur qui régule avec une stratégie cohérente, on pourrait changer la donne, on pourrait avancer et transformer notre Afrique en Afrique de bonheur où nous pouvons vivre comme les autres pays du monde.
Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, pour avoir participé à cette émission. Nous espérons vous avoir très souvent pour éclairer le continent africain, aiguiller le jeune africain sur des méthodes, des stratégies que nous pourrons tous suivre pour arriver à notre destination finale. Donc, merci beaucoup pour votre participation et nous vous disons merci et à très bientôt. À quoi ça sert notre expertise et notre expérience si on ne le partage pas? C'est comme si vous avez de l'argent dans votre malle là, à la maison, et bien vous vous dites, voilà, je garde l'argent, je ne donne à personne. Voilà, l'argent reste. Ça, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Tu vas mourir, l'argent sera là. Et puis, nous-mêmes, on a notre expérience, on a notre expertise, on va mourir un jour. Le temps est très court. Il faut que les leaders africains, quel que soit leur niveau, reviennent au niveau de tout le monde pour qu'ils transmettent leurs connaissances, leur expertise. Nous avons une richesse très très forte en Afrique. C'est ce que ma mère me disait. Les hommes ont toujours quelque chose dans leur poche qu'ils oublient. Mais c'est la modestie. Il faut être modeste et puis s'ouvrir aux autres. Donner aux autres ce que tu as. Un leader, c'est celui qui travaille pour faire avancer les autres qui l'accompagnent, pour que ces gens-là qu'ils accompagnent, qu'ils gèrent, qu'ils coachent, pour que ces gens-là le dépassent. C'est ça un leader. Il faut qu'on ait cet esprit-là. Je suis très heureux de partager ce moment-là avec vous. Et merci. Je salue tous les auditeurs. Merci beaucoup. Merci. Amis téléspectateurs, vous venez de suivre l'ambassadeur, donc il va être là tout le temps pour qu'on puisse réfléchir ensemble sur comment développer notre continent africain. Alors, vous tous qui avez des questions, vous pouvez nous poser des questions, donc les contacts seront marqués dans notre description, donc vous pouvez entrer en contact avec nous. Si vous voulez les contacts aussi pour l'ambassadeur, nous allons vous aider à entrer en contact avec lui et surtout, n'hésitez pas à rester sur cette chaîne, partager et rester branché. À très bientôt. Merci et au revoir. Au revoir.